existe à Hollywood un géant qui a créé des légendes et révolutionné le cinéma. Son nom, vous le connaissez, Warner Bros. C'est le studio que l'on considère comme le roi des classiques et du prestige hollywoodien. L'un des plus grands empires du cinéma qui aujourd'hui semble s'effondrer. Passant des succès planétaires aux décisions catastrophiques au point de se faire racheter. Par une plateforme de streaming. Pour comprendre, il faut revenir en arrière, là où tout a commencé. Tout commence loin des tapis rouges, loin d'Hollywood. La Warner, c'est une histoire de famille, plus précisément 4 frères. Harry, Albert, Sam et Jack Warner, fils d'immigrés juifs polonais qui rêvent d'Amérique et de cinéma. Au début, ils n'avaient rien. Ils achètent un vieux projecteur d'occasion pour une poignée de dollars qui va changer leur vie. Pendant des années, ils traversent les petites villes d'Amérique dans une voiture cabossée, projetant des films dans les salles improvisées. Granges, foires, églises et théâtres vacants. Souvent, ils repartent avec quelques petites pièces, parfois avec rien du tout. En 1920, leur premier succès arrive. Un simple chien, Rintintin. C'est un berger allemand découvert en France après la Première Guerre mondiale par un soldat américain, Lee Duncan. Il le ramène aux États-Unis, convaincu qu'il possède une intelligence, une expressivité hors du commun. Jack Warner accepte de lui signer un contrat de 1000 $ par semaine, de quoi faire davantage de films. Rintintin devient une vraie star du cinéma muet. Il joue dans plus de 25 films dans les années 20, et surtout, il rapporte énormément d'argent au Warner. À une époque où Warner enchaîne les pertes, les films de Rintintin sont les seuls à être systématiquement rentables. On a l'exemple du film Where the North Begins de 1923, où Rintintin tient le rôle principal. Le film coûte environ 100 000 $ à Warner Bros, mais en rapporte 350 000, permettant au studio d'éviter la faillite et de survivre. Les recettes de Rintintin ont littéralement maintenu le studio à flot. Sans lui, le studio aurait probablement fait faillite. C'est pour ça d'ailleurs que l'on dit souvent que Warner Bros s'est bâti sur le dos d'un chien. En 1923, après des années à se battre pour exister, les 4 frères fondent leur studio, Warner Bros Pictures, un nom insignifiant à l'époque, promis à rien. 4 ans plus tard, en 1927, Warner Bros va prendre une décision qui va changer l'histoire du cinéma à jamais. Tout miser sur le film parlant. À Hollywood, tout le monde se moque d'eux. Personne ne croit au son. Les technologies sont instables, les microphones encombrants, et surtout, équiper les salles coûte extrêmement cher. Beaucoup craignent que le son vienne détruire la magie du cinéma plutôt que de l'améliorer. Pour la majorité des studios, la logique est simple. Pourquoi prendre des risques alors que le système fonctionne? Mais les Warner, eux, y croient. Sam, le plus passionné de la fratrie, est convaincu que les gens veulent entendre les acteurs chanter et parler. Il croit profondément que le son représente l'avenir du cinéma, même si personne d'autre n'y croit vraiment. Il ne dort plus, ne mange plus, travaille jour et nuit pour pouvoir faire fonctionner ce système. Mais tragiquement, il meurt la veille de la première du chanteur de jazz. Il n'aura donc jamais eu l'occasion de voir les fruits de son travail. En 1927, le chanteur de jazz sort. Il raconte l'histoire de Jackie Rabinowitz, le fils d'un chantre juif destiné à suivre la tradition familiale, mais qui rêve de devenir chanteur de jazz. C'est un conflit entre la tradition et la modernité, entre l'héritage culturel et le rêve américain. Un thème très personnel pour les frères Warner, eux-mêmes issus de l'immigration. Le rôle principal est confié à Al Jolson, une immense star de la musique et de la scène à cette époque. Le film reste en grande partie muet, mais contient certaines séquences chantées et surtout parlées. C'est le tout premier film parlant. Grâce à ce film, Warner Bros commence alors enfin à se différencier et à se créer une place dans l'industrie. Au moment où d'autres studios cherchaient la sécurité et du glamour, Warner adopte un ton plus sombre, plus engagé, plus social pour être pertinent avec leur époque. Dans les années 30, les États-Unis traversent la Grande Dépression. Le chômage explose, la pauvreté s'installe, la criminalité augmente et la corruption gangrène les institutions. C'est dans ce contexte que Warner produit des films sur la pauvreté, la corruption et l'injustice sociale. Par exemple, dans I Am a Fugitive from a Chain Gang de 1932, le studio raconte l'histoire d'un ancien soldat injustement condamné et exploité par un système pénitentiaire inhumain. Et le film provoque un choc national. Après sa sortie, des débats publics sont lancés et certaines pratiques pénales sont même réexaminées. C'est l'un des rares cas où un film influence directement l'opinion publique et les institutions. Dès la fin des années 1930, avant même l'entrée en guerre des États-Unis, Warner Bros est l'un des seuls studios hollywoodiens à produire des films qui alertent sur la montée du nazisme. À une époque où beaucoup de studios hollywoodiens évitent d'aborder le sujet par peur de perdre le marché allemand ou de provoquer des tensions diplomatiques, Warner ose. Confessions of a Nazi Spy de 1939 est un cas unique.
C'est le premier film hollywoodien ouvertement anti-nazi. Il dénonce l'espionnage allemand aux États-Unis à une époque où l'opinion américaine prône encore l'isolationnisme. Le film est interdit dans plusieurs pays et Warner reçoit des menaces diplomatiques. Mais le studio maintient sa position. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Warner Bros devient l'un des studios les plus engagés politiquement, produisant des films de propagande engagés contre le fascisme, bien avant que cela devienne la norme à Hollywood. Et c'est pour ça que dès cette époque, Warner se construit une réputation unique. Celle d'un studio courageux, engagé, parfois inconfortable, mais profondément moderne. Une réputation qui pendant des décennies fera de Warner Bros un refuge pour les cinéastes qui veulent raconter le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Dans les années 30, un nouveau game changer arrive chez Warner Bros du côté de l'animation. En 1931, le premier court-métrage Looney Tunes, Sinking in the Bathtub starring Bosco, sort. Et sur le reste de la décennie, une division animation va se développer, composée notamment de Friz Freleng, Tex Avery, Robert Clampett et Chuck Jones. Porky Pig deviendra ensuite la première star animée de Warner et sera suivi plus tard de Daffy Duck et bien sûr Bugs Bunny. Et ça va être un réel succès, au point même où en 1942, Warner Bros dépasse Disney en devenant le producteur de courts-métrages animés rencontrant le plus de succès. Après la guerre, le studio ne cesse de se réinventer, malgré quelques contre-coups. Pour survivre à la montée en puissance de la télévision, Warner va justement créer une branche dédiée aux programmes télévisés en 1955. Et ils vont également se spécialiser dans l'adaptation de pièces de théâtre au cinéma, pour offrir de la nouveauté aux spectateurs qui vont adorer et continuer d'aller en salle. Mais surtout, au fil des ans, les franchises apparaissent. Lorsque le studio se fait revendre à la Kinney National Company, il se trouve que cette dernière avait peu de temps avant fait l'acquisition d'une agence de talent nommée Ashley Famous, qui possédait ce qui deviendra plus tard DC Comics. C'est lorsque le groupe se renomme Warner Communication que le Superman de Richard Donner voit le jour en 1978, ou encore 11 ans plus tard, le Batman de Tim Burton. Et Warner ne s'arrête pas à DC. Ils adopteront plus tard une série de romans fantastiques nommés Harry Potter, ou encore la trilogie Le Seigneur des Anneaux, ou encore les films Matrix, qui sont devenus une référence culturelle et des pionniers des effets spéciaux, montrant que la seule limite d'un réalisateur est son imagination. En dépit des franchises, Warner n'oublie pas ce qu'il représente, la qualité et surtout un espace de création pour les réalisateurs, dit visionnaires, leur permettant de faire des films en leur garantissant une liberté créative, comme ça a été le cas avec les productions de Stanley Kubrick ou encore Christopher Nolan. Mais même à ce moment de l'histoire, tout n'est pas doré du côté de Warner. À ce moment, Warner Bros semble au sommet. Le studio a traversé la Grande Dépression, la guerre, l'arrivée de la télévision. Il a créé des stars, des genres, une identité forte. Vu de l'extérieur, Warner Bros est solide, presque intouchable. Mais c'est souvent quand un empire paraît le plus puissant que les premières fissures apparaissent. Pendant des décennies, Harry, Albert, Sam et Jack ont bâti l'entreprise ensemble. Chacun avait son rôle, chacun avait sa place. Même quand les tensions existaient, une règle ne changeait jamais. Warner Bros appartient à la famille et jamais personne ne trahirait cet équilibre. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Dans les années 1950, Hollywood traverse un grand bouleversement. La télévision envahit les foyers, les salles se vident et les studios historiques commencent à perdre de l'argent. Pour survivre, Hollywood change de visage. Les studios deviennent des entreprises cotées en bourse. Les décisions ne sont plus seulement artistiques, elles sont aussi financières. Et pour la première fois, une idée jusqu'ici impensable apparaît, Warner Bros peut être vendu. Officiellement, Jack Warner rassure ses frères. Il se présente comme le producteur du studio, celui qui défend l'héritage familial face aux investisseurs. Mais en coulisses, Jack prépare autre chose. En 1956, sans prévenir Harry et Albert, Jack organise la vente de Warner Bros à un groupe d'investisseurs. Puis, dans une brutalité absolue, il rachète immédiatement des parts du studio à travers des intermédiaires. Résultat, ses frères sont évincés et Jack devient l'unique homme fort de Warner Bros. Harry ne le pardonnera jamais à son frère, il coupera définitivement les ponts avec lui et dira plus tard que ce n'est pas la perte du studio qui l'a détruit, mais bien la trahison familiale. Cette trahison est un tournant capital dans l'histoire de Warner Bros, parce qu'à partir de ce moment-là, le studio change de nature. Warner Bros n'est plus dirigé par une vision collective, mais par le pouvoir. La loyauté passe après le contrôle et la création passe après la stratégie. Cette vente montre que Warner Bros n'est plus un héritage familial, mais un actif qu'on peut vendre, racheter, fusionner, démanteler. Des décennies plus tard, ce même raisonnement mènera aux grandes fusions industrielles, aux décisions financières absurdes et à la perte de confiance des créateurs. La chute a commencé en 1956, quand Warner Bros a cessé d'être une famille et est devenue une marchandise.
Au fil des ans, le studio va changer de propriétaire plusieurs fois. En 2000, AOL va racheter Time Warner, puisque le studio appartenait à Time depuis les années 90, et devient AOL Time Warner. La fusion n'est au final pas porté ses fruits. En 2003, AOL retire son nom de l'entreprise, et en 2018, AT&T rachète Warner Bros. Et à ce moment-là, en plus de ça, le plus dur pour Warner, c'est que ses franchises ne font pas le poids face à la concurrence. Dans les années 2010, la saga Harry Potter vient à terme, pareil pour la trilogie The Dark Knight, et surtout ce qui devient à la mode, ce sont les super-héros et les univers étendus. Et Disney a une sacrée avance avec son Marvel Cinematic Universe et le retour de Star Wars avec une nouvelle trilogie. Pendant près d'un siècle, Warner Bros a traversé toutes les tempêtes. Crise économique, guerre, révolution technologique, le studio s'est toujours adapté, parfois au prix de grands risques, sans jamais renier son identité, jusqu'à ces dernières années. À la fin des années 2010, Warner Bros entre de plein fouet dans la guerre du streaming. Face à des plateformes comme Netflix, Disney+, le studio veut aller vite. Très vite. HBO Max est lancé dans la précipitation. Mais dès le départ, la plateforme souffre de problèmes majeurs. Une identité floue, un catalogue mal organisé et surtout, une communication confuse. Le public ne sait pas exactement ce qu'on lui vend. Surtout, la stratégie change constamment. Les dirigeants se succèdent, les priorités évoluent et les décisions se contredisent. Cette instabilité va créer un climat de méfiance. Mais le véritable point de rupture arrive en 2020. Warner annonce que tous ses films sortiront simultanément en salle et sur HBO Max. Une décision prise sans consultation des réalisateurs, producteurs ou acteurs. Et à Hollywood, c'est un choc. Pour les cinéastes, cette annonce est vécue comme une trahison. Le cinéma pour eux n'est plus qu'un outil marketing pour avoir plus d'abonnés. Christopher Nolan, collaborateur historique de Warner depuis plus de 20 ans, quitte le studio. Il accuse Warner de sacrifier l'expérience cinéma et qualifie HBO Max de pire plateforme de streaming. Même les partenaires financiers de Warner expriment leur colère, estimant que le studio rompt ses engagements et agit sans concertation. Par exemple, Legendary, cofinanceur de films comme Dune ou encore Godzilla vs Kong, a considéré que cette action affectait son intérêt et a menacé une action en justice. Ces tensions se sont traduites par des départs, des projets réorientés et une réputation de studio difficile à appréhender pour les créateurs. Le message est clair, Warner ne dialogue plus, il impose. Et cette logique se retrouve aussi dans la gestion des franchises. L'univers d'ici devient chaotique, les films sont réécrits en permanence, les projets changent de direction, parfois même en plein tournage. Zack Snyder quitte le projet avec une relation de plus en plus conflictuelle avec le studio. Peu à peu, Warner Bros gagne une réputation inquiétante. Celle d'un studio obsédé par le contrôle, incapable de faire confiance à ses créateurs. En 2022, avec la fusion entre Warner Bros et Discovery, le point de non-retour est atteint. Cette fusion qui devait créer un géant du divertissement finit par créer un enchaînement de problèmes. Le studio finit par être plongé sous les dettes, il change de direction, subit de nombreux échecs commerciaux dans certaines franchises, et surtout des restructurations constantes. Suite à ça, le studio change de stratégie. Il dépense moins, annule des projets et fait des économies partout où il peut. Des films comme Bad Girl ou Scooby Holiday Hunt sont annulés alors qu'ils sont quasiment finalisés. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement pour des raisons financières. Warner décide de ne jamais les sortir pour bénéficier de déductions fiscales. Pour l'industrie, c'est un choc sans précédent. Des années de travail disparaissent, des équipes entières voient leurs films enterrés sans jamais rencontrer le public. À ce moment-là, un message s'impose. La créativité n'est plus une priorité. Seul comptent les chiffres. Ce studio qui osait produire des films engagés, audacieux, parfois dérangeants, ce studio qui faisait confiance aux cinéastes finit par devenir une marque guidée par la peur du risque. Aujourd'hui, vous êtes sûrement déjà au courant, mais le 5 décembre 2025, Netflix a annoncé le rachat de Warner Bros. Discovery pour 82,7 milliards de dollars. Soit le plus grand rachat de l'histoire d'Hollywood. Ce qui inquiète les réalisateurs, scénaristes et acteurs, mais aussi une partie du public qui chérit les sorties en salle. Netflix ayant initialement annoncé vouloir réduire la fenêtre des sorties en salle et étant connu pour des habitudes pas très appréciées des fans comme l'annulation fréquente de programmes qui viennent d'être lancés. La question que tout le monde se pose avec ce rachat, c'est est-ce la fin du cinéma tel qu'on le connaît? Alors Paramount a proposé une somme encore plus grosse après pour espérer contrer ce rachat, mais ça on vous en parle dans une vidéo dédiée au sujet que vous pouvez retrouver sur notre chaîne ou en description et on vous tiendra au courant des évolutions de la situation sur TikTok et Instagram. Et peu importe qui aura le fin mot de l'histoire, c'est la fin d'une ère pour un géant d'Hollywood pour qui, quoi qu'il advienne, reste et restera toujours un studio légendaire qui aura changé le 7e art à tout jamais. Merci d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça nous aide énormément.
et on vous invite à checker nos liens en description vers tous nos réseaux sociaux. Dites-nous en commentaire aussi ce que vous pensez. On aimerait avoir votre avis. On est un média qui traite de politique, de sport de combat, de musique et bien sûr de cinéma. Et on se dit à la prochaine.